Pendant des décennies, des lettres privées d'Albert Einstein sont restées enfermées dans des archives inaccessibles, des lettres qu'il n'avait pas écrites pour ses collègues, pas pour les journalistes, pas pour le monde, des lettres écrites à ses enfants. Et lorsque ces lettres ont finalement été rendues publiques, ce qu'elles ont révélé sur Albert Einstein, sur l'absolu, et sur ce que signifie être père, a choqué même ses biographes les plus proches. Car l'homme qui apparaissait sur ces pages n'était pas le génie serein que le monde connaissait. C'était un père atormenté, tiraillé entre l'univers qu'il aimait et le foyer qu'il n'a pas su préserver. Je n'aurais jamais pensé qu'Albert Einstein pourrait m'enseigner quoi que ce soit sur la paternité, sur la physique, oui, sur le temps, l'univers, la nature de l'absolu. Tout cela, je l'avais déjà exploré. Mais être père, que pouvait bien me dire le plus grand scientifique de l'histoire sur l'éducation des enfants, sur le fait de commettre des erreurs avec eux, sur le fardeau de ne pas avoir été présent quand il le fallait. J'ai passé des années à lire sur Albert Einstein. J'ai lu sur la relativité, j'ai lu sur la lumière, j'ai lu sur la façon dont il a changé à jamais notre compréhension du temps. Mais je n'avais jamais lu sur ses enfants. Et quand je l'ai finalement fait, j'ai réalisé que j'avais passé des années à admirer un homme, sans connaître la partie de lui qui me ressemblait le plus. Pas la partie géniale, la partie faillible, la partie qui a fait du mal à ceux qu'il aimait le plus, et qui a passé le reste de sa vie à essayer de comprendre pourquoi. Il s'avère qu'il avait beaucoup à me dire, plus que je ne l'espérais, plus que je ne voudrais l'admettre. Albert Einstein a eu 3 enfants. La première, une fille nommée Liz Earle, est née avant le mariage, en 1902, et elle a disparu de l'histoire. Personne ne sait avec certitude ce qui lui est arrivé. Certains biographes pensent qu'elle a été donnée en adoption. D'autres pensent qu'elle est morte de la scarlatine alors qu'elle était encore bébé. L'existence de cet enfant n'a été découverte qu'en 1986. Lorsqu'un lot de lettres entre Albert Einstein et sa première épouse, Mileva, a été rendu public, pendant 84 ans, personne ne savait qu'Albert Einstein avait eu une fille. 84 ans de silence sur une vie qu'il avait contribué à créer. Lorsque ces lettres ont été découvertes, en 1986, les biographes ont été choqués. Robert Schulman, qui dirigeait le projet de publication des documents d'Albert Einstein, a déclaré que trouver ces lettres, c'était comme ouvrir une porte dont personne ne soupçonnait l'existence. Parce que dans les lettres, Albert Einstein et Mileva parlaient de Liz Earle avec tendresse, avec inquiétude, avec peur. En janvier 1903, Albert Einstein a écrit à Mileva pour s'enquérir de l'enfant, pour savoir si elle était en bonne santé, si elle était enregistrée. Et puis, le silence. Les lettres suivantes ne mentionnent plus la fillette, comme si elle avait été effacée de l'histoire, comme si elle n'avait jamais existé. Les historiens ont passé des années à essayer de trouver des traces de Liz Earle. Certains ont voyagé jusqu'en Serbie, où Mileva vivait lorsque la fillette est née. Ils ont fouillé les registres des églises, les actes de décès, les orphelinats, et ils n'ont jamais rien trouvé de définitif. Certains pensent que la fillette a été donnée en adoption à une famille de la région et qu'elle a vécu toute sa vie sans savoir qui était son père. D'autres pensent qu'elle est morte de la scarlatine au cours de sa première année de vie. La vérité, c'est que personne ne le sait. Et c'est la partie qui m'inquiète le plus. Pas le fait qu'Albert Einstein ait eu une fille secrète, mais le fait qu'une vie entière puisse disparaître sans laisser de traces, qu'elle puisse exister et être oubliée comme si elle n'avait jamais été là. Je confesse que lorsque j'ai lu sur Liz Earle pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère, pas du jugement. J'ai ressenti de la reconnaissance. Parce que combien d'entre nous portons des silences semblables, pas sur des enfants secrets, nécessairement, mais sur des choses que nous avons faites ou omis de faire, que nous n'avons jamais racontées à personne, des chapitres de notre vie que nous avons enfermés à clé et jeté la clé,
et qui continue là, dans l'obscurité, à peser, sans que personne ne le sache. J'ai un chapitre de ce genre. Tout le monde en a un. Quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années que je n'ai jamais raconté à personne. Pas parce que c'était terrible, mais parce que cela me fait honte. Et chaque fois que j'y pense, je ressens le même poids que j'imagine qu'Albert Einstein ressentait chaque fois que quelqu'un mentionnait sa famille, sans savoir qu'il existait une fille qu'il n'avait jamais tenue dans ses bras. Ou peut-être l'avait-il tenue une fois avant de la confier. Et s'il l'a tenue, comment fait-on cela? Comment peut-on rendre un enfant qui vient de naître et continuer à vivre comme si rien ne s'était passé? La réponse, c'est qu'on ne continue pas. Pas de la même façon. Quelque chose meurt à l'intérieur. Et le reste de la vie est vécu autour de cette mort silencieuse. Le deuxième enfant, Hans Albert, est né en 1904 à Berne, en Suisse. Albert Einstein travaillait à l'Office des brevets à cette époque, encore inconnu du monde. Et c'est justement pendant cette période, alors qu'il était le père d'un jeune enfant, qu'il a écrit les articles qui allaient changer la physique à jamais. 1905, l'année miraculeuse, l'année de la relativité restreinte, de l'explication de l'effet photoélectrique, du mouvement brownien. Le monde a découvert Albert Einstein, mais Hans Albert voulait seulement son père, le troisième enfant. Édouard est né en 1910. À cette époque, Albert Einstein était déjà célèbre. Il voyageait, donnait des conférences, correspondait avec les plus grands scientifiques du monde, et la distance entre lui et son foyer grandissait de jour en jour. Mileva le sentait, les enfants le sentaient. En 1914, Albert Einstein a déménagé à Berlin. Mileva est restée à Zurich avec les garçons. La séparation n'était pas seulement géographique, c'était la reconnaissance de quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Albert Einstein aimait ses enfants, mais il les aimait de loin. Il les aimait comme celui qui regarde par la fenêtre et voit ses enfants jouer dans la cour, mais ne descend pas pour jouer avec eux. Mileva a dit un jour qu'il avait privilégié la science au détriment de son foyer. Et aussi dur que cela puisse paraître, les lettres le confirment. Il y a une lettre dans laquelle Albert Einstein a écrit à Mileva une liste de conditions pour qu'ils restent ensemble. Des conditions comme maintenir ses vêtements en ordre, ne pas attendre d'affection, ne pas lui parler à moins que ce ne soit nécessaire pour maintenir les apparences sociales. Quand j'ai lu ces conditions, j'ai ressenti un froid dans l'estomac, parce que j'y ai reconnu quelque chose que j'ai déjà vu dans des mariages autour de moi. Ce moment où une personne décide que l'autre existe uniquement pour servir, pas pour être aimé. Ce moment où l'amour meurt, mais personne n'a le courage d'enterrer le corps. Le divorce est intervenu en 1919. Albert Einstein a promis à Mileva l'argent du prix Nobel s'il le gagnait. Et il l'a gagné, 2 ans plus tard. Il a tenu sa promesse. Il a envoyé l'argent. Mais l'argent ne remplace pas la présence, ne remplace pas un père assis à la table du dîner, ne remplace pas la voix de quelqu'un disant « bonne nuit » avant de dormir. Mais à l'intérieur de ces mêmes lettres, il y a quelque chose qui change tout. En novembre 1915, Albert Einstein a écrit une lettre à Hans Albert, qui avait 11 ans. C'était le même mois, celui où Albert Einstein achevait sa théorie de la relativité générale. La théorie qui allait redéfinir notre compréhension de l'univers. Le même mois où il était au sommet de son génie scientifique, et au milieu de tout cela, il s'est arrêté, il s'est assis, et il a écrit à son enfant. Dans sa lettre, Albert Einstein ne parlait pas de physique, pas d'équation, pas de l'absolu, ni de l'univers. Il parlait de piano, il racontait comment Hans Albert apprenait à en jouer et combien cela le rendait heureux. Il disait son contentement de voir Hans Albert aimer la géométrie et le piano. Et puis, il a écrit quelque chose qui m'a frappé en plein cœur avec une force inattendue. Il a écrit « Fais surtout les choses qui te donnent du plaisir, de telle sorte que tu ne vois pas le temps passer. Fais les choses qui te donnent du plaisir, de telle sorte que tu ne vois pas le temps passer. »
Pense-y. L'homme qui, cette semaine-là, résolvait des équations décrivant la courbure de l'espace-temps, qui prouvait que la gravité n'était pas une force, mais une déformation dans la structure de l'univers, cet homme-là a tout arrêté pour dire à son enfant de 11 ans « Oublie la physique, oublie les équations, trouve ce qui te rend heureux ». Il y avait une humilité énorme dans cette lettre. Comme si Albert Einstein savait que tout son génie ne valait rien s'il ne parvenait pas à transmettre à son enfant quelque chose de simple et de vrai. Et il y a un autre détail que les biographes ont noté. Dans cette même lettre, Albert Einstein promettait à Hans Albert qu'il viendrait le chercher et qu'ils passeraient du temps ensemble. Il promettait des promenades, des conversations, des moments à eux, des promesses qu'il n'a pas toujours tenues, mais l'intention était là. Le désir d'être un père était là, prisonnier entre les lignes, luttant contre tout ce qui l'en éloignait. J'ai lu cette phrase et j'ai eu besoin de m'arrêter. Pas parce qu'elle était profonde au sens philosophique, mais parce qu'elle était profonde au sens humain. C'était un père disant à son enfant, avec la simplicité de celui qui sait que l'enfant a 11 ans et n'a pas besoin de théorie. Trouve ce qui te rend heureux et livre-toi à cela. C'était un père qui ne savait pas être présent, enseignant à son enfant le seul secret qui compte vraiment. Pas des équations, pas des formules, mais l'art de se perdre dans ce qu'on aime. Mon propre père ne m'a jamais écrit une lettre pareille. Ce n'était pas son genre. Il était du genre à montrer, à enseigner en réparant des choses, en cuisinant, en étant présent dans des moments où je ne remarquais même pas qu'il était là. Je me souviens d'un après-midi, je devais avoir 10 ou 11 ans, le même âge que Hans Albert quand il a reçu la lettre. Mon père était dans le garage, à réparer une vieille chaise. Je me suis assis à côté de lui et je suis resté là, sans rien dire, juste à le regarder travailler. Lui non plus n'a rien dit. Nous sommes restés là 1 heure, peut-être plus, en silence. Et ce fut l'un des moments les plus pleins de ma vie. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de leçons. Il y avait juste 2 êtres humains partageant le même espace et le même temps. Et cela suffisait. Ce n'est qu'après son départ que j'ai compris que cette présence silencieuse était sa lettre. Une lettre sans mots, une lettre écrite avec du temps, pas avec de l'encre. Et je pense que, peut-être, Albert Einstein aurait tout donné pour pouvoir s'asseoir à côté de Hans Albert dans un garage et ne rien dire, juste être là. Mais il ne pouvait pas, ou ne savait pas, ou n'y arrivait pas. Et alors, il faisait ce qu'il savait faire. Il écrivait. Mais Albert Einstein ne parvenait pas à être présent. Il était à Berlin, tandis que ses enfants vivaient à Zurich avec leur mère. La distance n'était pas seulement géographique, elle était émotionnelle. C'était la distance d'un homme qui vivait dans sa propre tête, plongé dans des équations qui décrivaient le fonctionnement de l'univers, mais incapable de comprendre le fonctionnement de son propre foyer. Et c'est ici que l'histoire devient douloureuse, parce qu'Édouard, son enfant le plus jeune, était brillant. Dès son plus jeune âge, il montrait une intelligence qui impressionnait tout le monde autour de lui. Il adorait la musique, la littérature, la poésie. Il jouait du piano avec une sensibilité qui touchait au plus profond de ceux qui l'écoutaient. Il écrivait des vers qui révélaient une âme profonde, inquiète, attentive à la souffrance humaine. À 19 ans, il est entré à l'université de Zurich pour étudier la médecine. Fasciné par la psychiatrie et les théories de Freud, il voulait comprendre l'esprit humain. Il voulait guérir ce que la science de son père ne parvenait pas à toucher. Albert Einstein était à la fois fier et inquiet, fier de l'intelligence de son enfant, inquiet de ce qu'il appelait son système nerveux délicat. Dans ses lettres, Albert Einstein essayait d'orienter Édouard, de lui donner des conseils sur ses études, sur la vie. Mais il y avait une distance dans ces lettres qui n'était pas seulement géographique. C'était la distance d'un homme qui ne savait pas comment être vulnérable, qui savait écrire des équations mais ne savait pas écrire « je t'aime » sans que cela sonne comme une formule. Édouard admirait son père profondément.
peut-être trop. Certains disent qu'une partie de la souffrance d'Édouard venait de cette admiration, de l'ombre impossible d'un père qui était considéré comme l'homme le plus intelligent du monde. Comment quelqu'un grandit-il à l'ombre de cela? Comment quelqu'un trouve-t-il sa propre lumière quand son père est le soleil? Et l'inquiétude s'est confirmée de la pire façon possible. En 1930, Édouard a eu un effondrement. Il avait 20 ans. Il a été diagnostiqué schizophrène. Et à partir de là, sa vie n'a plus jamais été la même. La maladie a dévoré tout ce qu'il était. L'intelligence, la sensibilité, la musique, la poésie. Tout a été consumé lentement. Les traitements de l'époque étaient brutaux. Choc à l'insuline, hospitalisation prolongée, isolement. Il n'y avait pas de médicaments comme ceux qui existent aujourd'hui. Il n'y avait pas de thérapie humanisée. Il y avait des murs blancs et du silence. Et dans ce silence, un esprit qui avait tout pour briller s'éteignait jour après jour. Mileva s'est occupée d'Édouard jusqu'à épuisement. Elle a dépensé presque tout l'argent du prix Nobel pour les traitements de son enfant. Elle a vieilli vite, épuisée par le poids de s'occuper seule d'un enfant qui n'était plus un enfant et qui avait besoin de plus qu'elle ne pouvait donner. Et qu'a fait Albert Einstein? Qu'a fait l'homme qui comprenait la structure de l'univers face à un enfant qui était en train de se défaire? Il a écrit des lettres, il a envoyé de l'argent, il est resté en contact, mais il n'est pas revenu. En 1933, il a fui l'Europe nazie pour les États-Unis. Les nazis avaient mis un prix sur sa tête. Ils ont brûlé ses livres, confisqué ses propriétés. Revenir en Europe signifiait mourir. Et il le savait. Mais il savait aussi que de l'autre côté de l'océan, il y avait un enfant qui avait besoin de lui. Il a rendu visite à Édouard une dernière fois avant de partir. Les récits disent que la rencontre fut dévastatrice. Édouard reconnaissait à peine son père. Et Albert Einstein est sorti de cet asile, en sachant que c'était la dernière fois. Il ne l'a plus jamais revu. Plus jamais. Édouard a vécu 32 ans de plus dans cet asile à Zurich, le Burgelsli, comme on l'appelait. Et il est mort en 1965, à 55 ans. Seul, 10 ans après la mort de son père, sans n'avoir plus jamais reçu de visite, je ne juge pas Albert Einstein. Je n'en ai pas le droit. Et j'espère que vous non plus, vous ne le jugerez pas, parce que nous ignorons ce que c'est de vivre avec la culpabilité de n'avoir pu sauver un enfant. Nous ne savons pas ce que c'est que de choisir entre sa propre sécurité et le retour vers un continent qui souhaite votre mort. Nous ne savons pas ce que c'est que d'ouvrir une lettre d'un enfant et de ne pas reconnaître l'écriture, de ne pas reconnaître les mots, de ne pas reconnaître la personne qui l'a écrite. Nous ne savons pas ce que c'est que d'écrire des lettres en sachant qu'en face, il y a un esprit qui s'éteint et qu'il n'y a rien, absolument rien, que vous puissiez faire. Certains affirment qu'Albert Einstein était froid, qu'il était insensible, qu'il traitait les gens comme des équations qu'il pouvait résoudre ou rejeter. Mais les lettres racontent une autre histoire. Dans une lettre à un ami, Albert Einstein a écrit que la situation de son enfant lui causait une douleur qu'il ne pouvait exprimer, qu'il se sentait impuissant, que le destin d'Édouard était le chapitre le plus sombre de sa vie. Ce ne sont pas les mots d'un homme froid, ce sont les mots d'un homme qui souffre en silence, parce qu'il ne sait pas souffrir autrement. Mais je sais ce que c'est que d'être un père et de sentir qu'on a échoué. Je sais ce que c'est que de poser la tête sur l'oreiller la nuit et de repasser tout ce qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Les fois où j'ai crié alors que j'aurais dû écouter, les fois où je suis sorti alors que j'aurais dû rester, les fois où j'étais dans la même maison mais à des kilomètres de distance, parce que ma tête était ailleurs. Si vous êtes père ou mère, vous savez exactement de quoi je parle. Ce poids qui ne s'en va pas, cette liste de regrets, qui croît plus rapidement que la liste des réussites, cette sensation que, peu importe vos efforts, ce n'est jamais suffisant. Albert Einstein portait cela,
Les lettres le montrent, non pas dans les mots qu'il a écrits, mais dans les mots qu'il n'a pas écrits, dans les espaces en blanc, dans les questions qu'il n'a jamais posées, dans le fait que l'homme qui répondait avec patience aux lettres d'enfants inconnus ne parvenait pas à être présent pour ses propres enfants. Et c'est dans ce contexte qu'Albert Einstein a écrit sur l'absolu, d'une manière que je n'ai jamais vue dans aucun livre. Dans une lettre de 1954 adressée au philosophe Eric Gutkind, Albert Einstein a écrit que le mot « l'absolu » n'est rien d'autre, que l'expression est le produit des faiblesses humaines, que la Bible est une collection de légendes vénérables, mais néanmoins primitives. Cette lettre est devenue célèbre sous le nom de lettre à l'absolu. En 2008, elle a été mise aux enchères et vendue pour plus de 3 millions de dollars. Les mots d'Albert Einstein sur l'absolu valaient, littéralement, une fortune. Ces mots ont choqué le monde quand ils ont été rendus publics. Beaucoup d'athées ont célébré, en disant qu'Albert Einstein confirmait que l'absolu n'existait pas. Beaucoup de religieux ont été indignés en disant qu'Albert Einstein était arrogant, mais les uns comme les autres sont passés à côté de l'essentiel, parce que ce que peu ont perçu, c'est le contexte dans lequel ces mots ont été écrits. Ils ont été écrits par un homme de 75 ans, un homme qui avait un enfant enfermé dans un asile depuis plus de 20 ans, un homme qui savait qu'il ne reverrait jamais cet enfant, un homme qui vivait seul à Princeton, entouré de papiers et d'équations, tandis qu'à l'autre bout du monde, son enfant Édouard vieillissait entre des murs blancs. Ils ont été écrits par un homme qui comprenait les lois de l'univers, mais ne comprenait pas pourquoi l'absolu, s'il existait, permettait qu'un esprit brillant soit détruit de l'intérieur. Pourquoi un enfant qui jouait du piano et écrivait de la poésie devait être réduit à une ombre de ce qu'il a été? Je ne sais pas si Albert Einstein était en colère contre l'absolu quand il a écrit cela, mais si c'était le cas, je comprends. Parce que moi aussi, j'ai eu des moments où j'ai regardé le ciel et demandé « Pourquoi ? Pourquoi mon enfant doit-il souffrir ? Pourquoi mon petit-fils est-il né avec ce problème ? Pourquoi les bonnes personnes semblent-elles porter les fardeaux les plus lourds ? Et voici quelque chose qui m'a surpris, parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré le fait d'appeler l'absolu un produit des faiblesses humaines, Albert Einstein n'est jamais devenu athée. Jamais. Jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à parler de ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Il a continué à dire que l'univers était mystérieux et beau, et impossible à être accidentel. Il a continué à ressentir de la révérence devant l'ordre qu'il voyait dans les équations. Comment un homme qui a tant souffert, avec la question de l'absolu, qui a vu son propre enfant être détruit, qui a qualifié la Bible de primitive, pouvait-il encore trouver de la place en lui pour le sacré? C'est cette partie qui me hante. Je pense que la réponse se trouve dans les lettres à Hans Albert, parce que dans ces lettres, Albert Einstein ne parlait pas de l'absolu avec la tête, il parlait avec le cœur. Quand il disait à son enfant de faire les choses qui apportent du plaisir, de telle sorte que le temps disparaît, il décrivait, sans le savoir, une expérience mystique. Il décrivait ce moment où vous vous dissolvez dans ce que vous faites, où le moi disparaît, où il n'existe ni passé, ni futur, seulement le moment présent, dans toute sa plénitude. Les mystiques appellent cela la communion avec l'absolu. Les psychologues appellent cela l'état de flux. Albert Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique, et il enseignait cela à son enfant de 11 ans, sans utiliser aucun de ces mots. Il disait simplement « Trouve ce qui te fait oublier le temps, et c'est là que tu trouveras le sens. » Et le curieux, c'est qu'Albert Einstein vivait cela tous les jours, quand il était plongé dans les équations, quand il jouait du violon, quand il marchait seul en pensant à l'univers. Il perdait la notion du temps, il oubliait de manger, de dormir, de répondre aux lettres. Le temps disparaissait, et dans ces moments-là,
Albert Einstein touchait quelque chose qu'il ne savait pas nommer, quelque chose qui allait au-delà de la physique, quelque chose qui ressemblait à ce que les saints décrivent quand ils parlent d'extase. Ce n'est pas une coïncidence que le même homme qui rejetait le Dieu personnel des religions parlait avec tant de révérence du mystère, parce qu'Albert Einstein connaissait le mystère de l'intérieur, pas comme théologie, comme expérience. Le problème, c'est que cette expérience était solitaire, elle était sienne et de personne d'autre. Quand il émergeait de ces moments d'extase scientifique, il regardait autour de lui et trouvait une maison vide, une table sans foyer, un silence qui n'était pas pacifique, mais plutôt accusateur. L'univers parlait à Albert Einstein, mais ses enfants ne parlaient plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Parler d'Albert Einstein en tant que père est l'un des thèmes les plus délicats de cette chaîne, parce que cela touche à quelque chose que nous portons tous, la sensation de ne pas avoir été assez bon pour ceux que nous aimons. Si quelque chose de ce qui a été dit a résonné en vous, le Super Thanks est une façon de m'aider à continuer, mais seulement si c'est naturel. Votre présence ici est déjà suffisante. Vous savez, je pense beaucoup à ce qu'Albert Einstein aurait dit à Édouard au sujet de l'absolu, s'il avait eu le courage de lui rendre visite une fois de plus, s'il avait traversé l'océan, était entré dans cet asile, s'était assis à côté de son enfant et l'avait regardé dans les yeux. Qu'aurait-il dit? Je crois qu'il n'aurait pas parlé de Spinoza, il n'aurait pas parlé de sentiments religieux cosmiques, il n'aurait pas parlé d'équations ou de l'harmonie de l'univers. Je crois qu'il aurait tenu la main de son enfant et serait resté en silence. Parce que parfois, les mots les plus vrais sont ceux que l'on ne prononce pas, et l'affection la plus profonde, celle qui s'exprime, non pas dans ce que l'on dit, mais dans le simple fait d'être là, présent, même quand tout autour de nous s'effondre. Albert Einstein n'a pas fait ça. Il n'y est pas parvenu. Et peut-être que cela a été le plus grand échec de sa vie, non pas en tant que scientifique, mais en tant que père. L'homme qui a déchiffré les secrets de l'univers n'a pas réussi à comprendre comment être présent pour son propre enfant. Sophie, ma mère, m'a dit un jour, vers la fin de sa vie, il n'existe pas de père parfait. Il existe un père présent. Et même ceux qui sont présents font des erreurs. La différence, c'est que ceux qui sont présents peuvent demander pardon. Les absents ne peuvent rien demander, parce qu'ils ne sont pas là pour le faire. J'y pense quand je pense à Albert Einstein, quand je pense aux lettres qu'il a écrites et à celles qu'il n'a pas écrites, quand je pense au piano de Hans Albert et au silence de la chambre d'Édouard, quand je pense que le même homme qui disait que la chose la plus belle que nous puissions expérimenter est le mystère, n'a pas réussi à expérimenter le mystère le plus basique de tous, le mystère de tenir la main d'un enfant et de n'avoir besoin de rien d'autre. C'est une presque sartrien, non? La question qui demeure est celle-ci. Que croyait réellement Albert Einstein au sujet de l'absolu? La version publique, celle des interviews et des articles, est claire. Il croyait en un absolu impersonnel, dans l'harmonie de l'univers, dans l'ordre des lois naturelles, l'absolu de Spinoza, un absolu qui n'intervient pas, qui n'écoute pas les prières, qui ne punit ni ne récompense, un absolu qui simplement est et qui se manifeste dans l'élégance des équations et dans la beauté des lois physiques, mais la version privée, celle des lettres aux enfants, est différente. Elle est plus humaine, plus contradictoire, plus douloureuse. C'est la version d'un homme qui voulait trouver un sens à la souffrance de son enfant et n'y parvenait pas, qui voulait croire qu'il y avait une raison à tout et en même temps rejetait tout absolu, qui permettrait ce qui est arrivé à Édouard, qui voyait l'harmonie dans l'univers, mais le chaos dans son propre foyer, qui trouvait l'ordre dans les étoiles, mais le désordre dans son cœur. Je reconnais cette contradiction. Vous la reconnaissez probablement aussi, parce que nous sommes tous déjà passés par cet endroit, l'endroit où la foi et la douleur se rencontrent, et aucune des deux ne l'emporte.
l'endroit où vous voulez croire qu'il existe un plan, qu'il existe un but, que la souffrance a une raison. Mais quand vous regardez quelqu'un que vous aimez souffrir, tous ces beaux mots se défont comme des cendres dans les mains. Un peu comme le mythe de Sisyphe revisité par Camus. Peut-être qu'Albert Einstein nous a enseigné, sans le vouloir, la leçon la plus importante de toutes, que l'absolu n'est pas quelque chose que vous comprenez avec des équations ou avec la théologie. L'absolu est quelque chose que vous ressentez dans les moments où vous devriez être présent et ne l'êtes pas. Dans les moments où la vie vous arrache quelqu'un que vous aimez et vous ne pouvez rien faire. Dans les moments où vous écrivez une lettre à un enfant de 11 ans et tentez, avec des mots simples, de transmettre le peu que vous savez sur ce qui compte, faites les choses qui vous donnent du plaisir, de telle sorte que vous ne perceviez pas le temps passer. Peut-être que cette phrase contient plus de choses sur l'absolu que tous les traités de théologie. Parce que l'absolu, s'il existe, n'est peut-être pas dans les réponses que nous cherchons. Il est peut-être dans les moments où nous oublions de poser des questions, dans les moments où le temps disparaît, dans les moments où nous sommes si complètement humains qu'il ne reste plus de place pour rien d'autre. Albert Einstein le savait. Il le savait et ne le savait pas. Il comprenait avec l'esprit et échouait avec le cœur. Et peut-être que c'est cela, la condition humaine. Savoir ce qui est juste et ne pas parvenir à le faire. Voir la vérité et ne pas parvenir à la vivre. Comprendre l'univers et ne pas comprendre la personne qui est à vos côtés. Si vous êtes père, si vous êtes mère, si vous portez le poids de ne pas avoir été ce que vous auriez dû être pour quelqu'un que vous aimez, je veux que vous sachiez une chose. Albert Einstein a aussi porté ce poids. Le plus grand génie de l'histoire humaine n'a pas été un grand-père, et il a vécu avec cela jusqu'au dernier jour. Et si même lui a échoué, peut-être qu'échouer n'est pas la fin. Peut-être que c'est le commencement de quelque chose. D'une honnêteté douloureuse, oui, mais nécessaire. Que diriez-vous à votre enfant si vous saviez que c'est la dernière lettre que vous allez écrire? Racontez-moi ça dans les commentaires, parce que j'y pense parfois. Je pense à ce que j'aurais aimé dire et que je n'ai pas dit, à ce que je peux encore dire, tant qu'il en est temps. Et chaque fois que quelqu'un partage ces mots non dits, quelque chose à l'intérieur de moi se met en mouvement, comme si je recevais la permission de dire les miens